Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la Libre Antenne. Je voudrais attirer ce soir votre attention sur vos modes de pensée et de réflexion, sur la façon que vous avez de vous raconter la vie que vous êtes en train de vivre. Car nous traitons à longueur de journée les informations et les ressentis à travers des filtres qui nous permettent d'être efficaces sans avoir à reconsidérer nos choix. Certains nous freinent, ils nous renvoient un reflet déformé de la réalité, entraînant des erreurs d'appréciation, voire des souffrances dont on pourrait faire en fait l'économie. Première étape, repérer les tics de langage liés aux croyances. Vous savez, quand vous me dites « il faut, je dois, on ne peut pas faire autrement, c'est normal », autant de certitudes qui bloquent la réflexion, l'esprit critique, la créativité. Prenez le temps de les questionner et d'y répondre par « je choisis de » pour gagner en autonomie. Ensuite, méfiez-vous des généralisations, des toujours, jamais, qui édictent une règle à partir d'un seul événement, souvent vécu d'ailleurs de façon négative. Enfin, traquez les mots comme mieux, meilleur, pire, plus, moins, la plupart, le moins. Ils signalent que vous omettez dans votre raisonnement une partie de la réalité. Notre programmation mentale nous pousse à vivre au cœur de ces croyances sans les questionner. Demandez-vous ce qui vous rend si sûr de votre propos. Revisitez vos arguments. Comment en suis-je venu à penser ainsi ? Que s'est-il passé et que me suis-je dit ? Y répondre, c'est se libérer et accueillir les événements de la vie sans les blâmer. C'est se donner les moyens d'être plus apaisé dans la vie courante. Sans compter que la plupart de nos croyances sont nées dans des situations très anciennes et que du fait de notre évolution, elles ne sont en fait plus valables. Nietzsche soutenait que la pire maladie des hommes provient de la façon dont ils ont combattu leurs maux. À méditer, non ? Allez, on en parle ce soir de votre programmation mentale. On met des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Corentin est là et attend vos appels et c'est Valentine qui réalise cette émission 3921, seul numéro pour nous joindre, et puis n'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou par mail sur europe1.fr, rubrique Libre Antenne 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Sybille. Bonsoir. Bienvenue. Merci, je suis un peu impressionnée de vous parler. Oui, ça va bien se passer. Tellement l'habitude de vous écouter, mais pas d'intervenir. C'est quand on passe de l'autre côté du miroir, en fait, le jour voilà, où on appelle. C'est ça. J'y pensais pas. Une rencontre, oui, une autre forme de rencontre avec soi. Oui, alors je vous appelais, comme j'expliquais à Corentin, parce que j'ai l'impression de vivre, entre guillemets, une double vie. Depuis quelque temps, sur le plan amoureux. C'est-à-dire que donc je suis en couple, j'ai un petit garçon de 2 ans et ça se passe très bien. Je suis heureuse avec mon compagnon, mais voilà, j'ai mon meilleur ami qui est très présent en fait dans ma vie et de plus en plus. Et c'est-à-dire qu'on se parle tous les jours, on s'envoie des messages. Alors, il habite assez loin de moi, donc on ne se voit pas physiquement, en fait. Enfin, ou occasionnellement. Et en fait, je me suis mis à fantasmer un peu sur une autre vie. Enfin, une vie avec lui. Oui. Voilà. Il est seul, lui ? Oui. Oui. Enfin, il a des aventures, mais pas de copine fixe, quoi, en fait. Et voilà, en fait, et on s'est mis un peu à plaisanter sur ce que pourrait être une vie ensemble, ce qu'on aurait pu tenter, ce qu'on aurait pu... Parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît quand même, juste avant que je rencontre mon compagnon actuel. Oui, c'est-à-dire vous étiez tout jeune ? Non, on avait 25 ans, quoi, ça fait une dizaine d'années. Donc je sais plus trop... Et vous n'avez jamais vécu une relation sentimentale ensemble avant que vous rencontriez ? D'accord. Non, en fait. Et du coup, je fantasme un peu sur cette possibilité qui n'en est pas une, en fait, parce que je veux pas quitter ma vie actuelle
Oui, et vous disiez que vous êtes bien avec votre compagnon actuel, Oui, avec le père de votre fils. je suis bien avec le père de mon fils. C'est vraiment un pilier pour moi. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de me raconter en fait cette histoire où j'ai tellement besoin de parler à cet ami. Oui, c'est de l'ordre du fantasme. Donc le fantasme, Voilà. c'est quelque chose d'imaginaire qui nous nourrit parce que c'est très créatif, et en même temps, un fantasme, c'est pas quelque chose qui doit forcément être passé à l'acte, parce que justement, son rôle est de nourrir un imaginaire, voire une créativité. Mais revenons justement au lien avec votre mari. Vous vous sentez femme avec votre mari dans la relation? Oui, d'accord. Bah, je pense. Sur le plan intime, ça se passe bien. Sur le plan intime, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je vois pas. D'accord. Donc votre ami, il vous attire parce qu'il y a beaucoup de confidences entre vous, qu'il y a moins avec votre mari. Peut-être un petit peu moins, oui. Et puis c'est le fait d'être désirée, en fait, je crois. J'ai besoin d'être désirée. Je dis pas que mon mari ne désire pas, mais je me sens pas. Enfin, j'ai beaucoup grossi ces dernières années à cause d'un traitement. Enfin voilà. Et du coup, le fait que cet ami ait des aventures, je me dis pourquoi est-ce que moi il me désirerait pas en fait. Oui, donc finalement, ça maintient en action votre pouvoir de séduction. Donc il a ce rôle-là, de vous maintenir à flot sur le plan de la séduction. Ça ne veut pas dire, Sybille, qu'un passage à l'acte serait quelque chose d'heureux pour vous. Vous voyez, il y a une vraie différence à faire, voire une cloison à mettre, parce que la confidence que vous avez avec un meilleur ami, un peu, j'ai envie de dire, comme un frère, comme quelqu'un de très proche, très intime, c'est pas la même chose qu'on confie à son compagnon, à son amoureux. Il y a une part de mystère dans l'amour, on dit pas tout, il y a des pensées, des choses qu'on pense de lui, de la relation qu'on dit pas. Donc, on se confie plus volontiers à un ami ou une amie très proche. Et là, c'est un peu votre cas. Du coup, ça vous rend, comme vous parlez d'ambiguïté ou d'ambivalence, effectivement, ça crée un autre équilibre, et vous vous dites, finalement, est-ce que je suis pas en train de nourrir une relation sentimentale avec ce confident? C'est ça, c'est ce qui me culpabilise en fait. Voilà. Mais la confidence n'est pas forcément du sentimental. Mais par exemple, je lui dis bonne nuit beau gosse, il me répond bonne nuit ma princesse. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Oui. Et c'est gai, c'est léger, mais c'est pas quelque chose. Vous voyez, justement, c'est une autre partition. C'est une partition avec un ami. Donc, on est dans une complicité, quelque chose de drôle. On se taquine. Voilà, il y a cette ambiguïté due au fait que vous êtes de sexes différents, et du coup, il y a une attirance éventuelle. Mais c'est justement parce qu'il y a ça que ça rend toute la relation un peu contrastée. Avec votre mari, c'est autre chose. C'est le pilier, c'est votre amoureux, c'est quelque chose de construit, c'est très différent. Ouais, j'ai l'impression d'avoir besoin de cette légèreté là, parce que j'aime bien tomber amoureuse. Enfin, j'aime bien les débuts d'une histoire et tout, et je me projette un peu là-dedans. Je sais pas comment expliquer ça, mais oui, je vois bien dans l'ordre du fantasme, mais ce serait important pour vous aider, Sybille, que ça reste de cet ordre-là. Alors, je vais être un peu plus direct, du coup, peut-être pour vous aider. Est-ce que vous le désirez, cet homme, physiquement? Est-ce que vous verriez dans ses bras faire l'amour avec? Oui. Oui. Oui, je pense pas être capable de passer à l'acte, je pense pas. Non, mais juste, est-ce que quand vous le voyez, vous avez envie de lui? C'est très simple ma question. Je trouve qu'il est beau, il vous attire. Plus que votre mari, vous diriez? Non. Non. Du même ordre. Du même ordre, d'accord. Il y a la même attirance physique pour les deux hommes. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît et que vous appréciez fondamentalement chez votre mari que cet homme-là n'a pas? La capacité de m'offrir une vie, d'être un soutien, par exemple, parce que j'ai énormément de soucis de santé, etc. Et la capacité de m'avoir donné un fils aussi. Enfin, c'est plus de cet ordre-là, quoi. Donc vous pouvez compter sur lui. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, c'est très important ça. C'est-à-dire compter sur, ça veut dire c'est un homme avec lequel je construis quelque chose. Voilà.
c'est ça. Voilà. Et je sais que je construirai pas du tout ça avec mon ami qui est assez volage, enfin voilà. Voilà, ben ça c'est très important ce que vous êtes en train de dire, Sybille, parce que c'est la connaissance que vous avez de vous, qui ne regarde d'ailleurs que vous, ça ne regarde aucun de ces deux hommes-là, ce n'est rien qu'à vous, surtout pas leur confier, ni à l'un ni à l'autre. C'est vraiment voilà quelque chose en confidence avec vous, de dire bah, finalement j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec cet ami d'ailleurs qui est loin, et voilà, à ces petits mots qu'il m'envoie, mais ça reste à cet endroit-là, et puis il y a un autre endroit où j'ai mon compagnon, mon fils, et ça c'est le solide, c'est ce que je construis. Vous savez, à l'intérieur de nous, on est habité par plusieurs individus finalement. Une personnalité, c'est riche, hein, c'est une terre de contraste. Donc ça veut dire que ça fait pas de vous une mauvaise femme. Ou vous voyez, la culpabilité, ça voudrait dire que vous seriez tout entière ou toute dévolue à ce compagnon, et que la femme que vous êtes serait à 200% presque, en tout cas 100% avec votre mari. Ben non, vous avez du plaisir, c'est un plaisir à échanger avec un autre homme que votre mari en amitié. Mais mettez la limite. Elle doit être claire pour vous, sinon vous allez vous fragiliser effectivement. Oui, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que la limite est un peu vacillante par moment, quoi. Parce qu'en fait, vous avez commencé à parler de l'éventualité d'avoir une histoire ensemble, et c'est là où vous commencez à franchir la ligne. Alors, ça vous sert, vous, dans votre pouvoir de séduction, c'est-à-dire de vous rassurer d'une certaine manière, je peux encore séduire s'il m'envisage comme amante, mais de là à passer à l'acte, c'est encore autre chose. Ça peut vous suffire de savoir, vous avez peut-être besoin de ça, comme vous dites, vous avez grossi et ça vous suffit, et c'est rassurant pour vous de savoir que cet homme qui a du succès, change de femme et que vous trouvez beau, vous envisage comme amante. Voilà. Arrêtez-vous là. Oui, je pense que il faut s'arrêter là. Vous vous arrêtez là en sachant que ça vous fait éminemment plaisir. Ne culpabilisez pas du plaisir que vous ressentez. Celui-là vous nourrit. C'est bon de savoir que cet homme-là, voilà. Mais ne jouez pas trop non plus, parce que si vous avez joué un peu, vous savez que éventuellement il en a été question. Mais tenez bon votre cap pour ne pas vous mettre vous en difficulté, parce que vous savez ce à quoi vous tenez. Et ce à quoi vous tenez vous tient, ça vous tient. Et si vous lâchez ça, ce à quoi vous tenez, qui vous tient aujourd'hui, vous arrivez dans une zone un peu plus dangereuse pour vous, dans des mers un peu dangereuses. Oui, parce que j'avais dit à mon compagnon, est-ce que si je te trompais, ce serait... Ah oui. Il m'a dit, c'est vrai qu'on parle assez librement. Il m'avait dit, tu peux, mais je pense que je te quitterai, quoi. Il y a hier René qui s'interroge pour savoir si une partie de votre libido n'est pas satisfaite dans la réalité et que vous chercheriez à ce moment-là vous satisfaire ailleurs. Vous pensez ça? C'est pas ce que je comprends, mais pourquoi pas? Non. Je crois pas. Je crois pas d'être insatisfaite. Non, puisque je vous ai demandé, vous me dites que sur le plan sexuel, ça fonctionne bien. Oui. Non, c'est plutôt l'idée de séduire, l'idée d'être envisagée comme... Oui, alors ça vous culpabilise dans l'idée d'une femme éventuellement adultère. Mais attention, mais vous ne l'êtes pas, Sybille. Bien sûr qu'on a tous des fantasmes. Toute femme déjà en couple, si elle est envisagée ou envisageable par un autre homme, ma foi, c'est assez rassurant. C'est un peu terrible le jour où on se sent plus désiré quand on est femme. Donc c'est agréable, c'est un sentiment agréable. Maintenant, c'est vous qui disposez ou pas de cette possibilité. Et là, il faut que vous soyez clair avec vous-même, savoir. Et c'est ça que j'essaye de voir avec vous, savoir pourquoi c'est non. C'est ça qui compte. C'est pourquoi c'est non. C'est non parce que je sais que je construirai rien, quoi. Voilà. Voilà, il veut pas d'enfant. Enfin, c'est quelqu'un de très très indépendant et je sais que je construirai pas avec cet homme-là. Voilà. Donc c'est pas un homme à envisager pour vous en termes de compagnon. Par contre, c'est un chouette ami, un confident avec lequel vous amusez, vous rigolez, beau gosse, princesse. Voilà. En tant que femme, on peut avoir tout à fait des amis avec lesquels on s'envoie comme ça des petits mots sympas, histoire d'en rire. Mais chacun sait où se trouve. Et là, il faut que vous soyez finalement assez clair avec lui, pas en lui
10 ans sinon, mais c'est plutôt en posture à l'intérieur de vous qui sentent que vous jouez et que ça vous amuse de jouer, mais qu'en fait vous êtes assez stable, assez clair. Ouais. Et il vous challenge un peu forcément, mais lui il est dans son rôle d'homme un peu volage, il challenge. Ouais. Je comprends. C'est un jeu, ça reste de l'ordre du jeu. Du ludique. Il y a Cathy qui dit je ne sais si on peut sourire un peu ici, mais bien sûr qu'on peut sourire, Cathy. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir 2 hommes à mes pieds. Pourquoi faut-il choisir? Oui. Ça, c'est sympa. Oui, parce que là, ce qui vous clive à l'intérieur de vous, c'est que vous vous dites j'ai un choix à faire dans la situation que je vis. C'est-à-dire que j'ai impossible à choisir. Il n'y a rien à choisir. Votre choix est fait, c'est votre mari, c'est clair. Ouais. C'est vrai. Et c'est choisir d'avoir aussi, c'est pas ou mon mari ou cet homme-là. Vous savez, très souvent, Sybille, on reste dans le ou et ça nous clive, ça nous déchire presque, de se dire je suis ou ça. Mais on peut être et la vie c'est et vous êtes l'épouse et la compagne et la mère de cet enfant et ce que vous construisez. Et vous êtes aussi une bonne amie, amusante, drôle, gaie, enjouée, séduisante et séductrice avec un autre homme. Et rien n'enlève rien, ni à l'une ni à l'autre. Ce qui est dangereux là dans votre situation, Sybille, c'est de rien enlever à votre couple actuel. Parce que dans le possible que vous envisagez, vous risquez d'enlever quelque chose de joli qui se construit dans votre couple. Ouais, je comprends. Ne déshabillez pas ce couple pour habiller une autre relation. C'est vrai. Ça se construit sur des zones à l'intérieur de vous différentes. Imaginez que c'est des étages de votre maison un peu différents. Vous n'êtes pas au même étage. Mais il y a un étage de plein pied qui se construit. Voilà. Ouais, complètement. Et puis il y a une pièce où vous allez vous amuser un peu. Vous faites pas de mal à l'autre. Surtout que j'ai besoin en ce moment parce que voilà, je devais quitter mon travail. Enfin, j'en avais parlé un peu à Corentin. Et puis ça s'est pas fait parce qu'on n'a pas voulu réduire mon préavis, donc j'ai raté un poste. Un poste très important parce que je peux pas faire d'abandon de poste et de signer un autre contrat. Enfin, c'était super compliqué. Et l'autre poste pouvait pas vous attendre. Donc voilà, c'est ça. Non. Ça, c'est quand même un peu particulier parce que si vous voulez vraiment, c'était pas un mois près. Voilà. Ben non, ils n'ont pas voulu attendre. Et du coup, ça m'a encore plus fragilisée, quoi. Oui, je comprends. C'est intéressant, parce que 2 hommes de poste et un qui n'a pas voulu vous attendre. Vous voyez l'écho que ça fait dans votre vie, souvent la vie professionnelle. Attention, parce que ça veut dire que le poste qui n'a pas voulu vous attendre et on va mettre dans le même axe cet autre homme est pas fiable. Parce que si vous voulez vraiment vos compétences, la personne que vous êtes dans le poste, on n'est pas un mois près pour avoir une personne qu'on souhaite à un poste. Ça, il y a quelque chose là qui n'est pas du tout clair et net de leur part. Je l'avais pas pensé comme ça, c'est vrai. Oui, ça veut dire que cette entreprise ou ce poste, si vous l'aviez intégré, ils sont pas très fiables, ces gens-là. Ouais. Alors, votre poste actuel, ils sont pas non plus, j'allais dire, très arrangeants, mais là, l'autre n'est pas fiable, parce que quand on vous veut vraiment un poste, on vous attend. Et c'était quoi? Vous aviez un préavis quoi? De 2 mois, 3 mois? Un mois. Et ils n'ont pas voulu vous attendre un mois. Ils voulaient m'attendre 15 jours seulement. Honnêtement, entre nous, Sybille, professionnellement, quelle entreprise et quelle activité est à 15 jours près? À part peut-être un programme radio qui démarre à date fixe, mais vous voyez, comment on peut dire non dans 15 jours? Alors, quel type de poste c'était en plus? Vous voulez en parler? C'était du secrétariat médical. C'est un hôpital en fait. Bon, à 15 jours près, il ne pouvait pas se passer. Non. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Bon, ça prouve que que vous étiez un pion dans un échiquier. Et que si c'était pas le pion Sybille, c'était un autre pion. Donc vrai. à vous d'en trouver un autre. Et ça rejoint votre ami qui n'est pas fiable, lui, et que vous le savez. Tout à fait. Ça, je le sais. C'est intéressant l'écho parce qu'il y a rien à regretter de côté de ce poste-là, et il y a rien à espérer, j'allais dire, du côté de cet homme-là. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas heureuse dans votre poste actuel, ça vous invite à continuer à en chercher un, tout simplement. Et des gens qui sauront vous attendre ou en tout cas vous accueillir. Oui, c'est vrai.
tout à fait. Ouais. Il y a Nini qui rebondit justement sur votre vie sentimentale en disant ne serait-ce pas pour fuir une vie avec les problèmes de santé et ses conséquences vers une vie plus légère. Ah oui, complètement, parce que je suis bipolaire. Enfin voilà, j'aurais plein de choses. Je pourrais parler nuit entière. Mais voilà, donc oui, c'est vrai que j'aimerais bien quelquefois fuir ma vie qui est un petit peu lourde quand même. Oui, donc cet homme-là, c'est un peu des vacances de vous-même qu'il vous offre. Dans ma pensée, ouais. Mais très bien, laissez-le là où il est. C'est les vacances, c'est l'endroit des vacances. C'est aussi l'endroit de la ressource. On prend de la ressource quand on rit, quand on est légère, quand on est bien dans une relation. C'est un endroit où vous vous ressourcez. Mais si cet endroit-là était votre endroit à 100%... Ah bah non. Non, ça je sais que non. Il serait pas nourrissant cet endroit-là pour vous, dans votre âme, dans votre personne. Donc vous allez chercher un autre poste, Sybille, et ne soyez pas dans le regret de celui-là, parce qu'un poste qui n'est pas capable de vous attendre 15 jours, c'est pas des gens fiables. Vous auriez peut-être été pas heureuse du tout là-bas. Ouais. Et puis ne culpabilisez pas, voilà, de cet échange que vous avez un peu léger, mais gardez bien votre cap. Et justement, si vous dites que vous êtes bipolaire, vous vous connaissez un peu, vous savez que le cap est changeant quelquefois. Oui. Donc c'est important de bien l'avoir et de se dire, mais j'ai mon encre quelque part. J'ai une encre qui me tient et c'est mon compagnon. Oui, c'est vrai. Bon courage à vous, Sybille. Merci de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. J'ai cherché un sens, un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. Au gré de nos blessures et de nos désinvoltures, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song, like the melody of my song. Comme donner l'envie d'être moi, donner
C'était Amir qui a beaucoup cherché. J'ai cherché sur Europe 1. Bonsoir Hélène. Bonsoir Sophie. Oui, excusez-moi. bonsoir Hélène. Je suis un peu stressée de vous raconter un peu ce qui m'arrive. Ça fait longtemps que je parle, que je veux vous écrire. Ça fait longtemps et puis j'ose pas. Et là Vous avez osé. Il y a un jour où j'ai rédigé un mail. Oui. Et donc voilà, j'ai 53 ans. Je vis seule depuis une trentaine d'années. J'ai été mariée peu de temps et j'ai eu des relations qui ont duré 5 ans au début, ça, après le mariage. Ensuite, le mariage a été court. Hein. Donc après, j'ai eu 2 relations qui ont duré 5 ans et après 2-3 ans. Et ensuite, de plus en plus courtes, 4 mois, 2 mois et de plus en plus espacées. Et je n'arrive pas, j'arrive pas à rencontrer, à trouver une personne. Je recherche rien de compliqué, quelque chose de simple. Enfin, je pense comme beaucoup d'entre nous. Mais je sais pas. On m'abandonne à chaque fois et je supporte pas. Je suis, je supporte pas qu'on m'abandonne et je relance à en perdre ma dignité d'ailleurs. Et à courir après. Ouais. Voilà. Et ça, j'en suis bien consciente, mais j'arrive pas à me contrôler. Et ça me fait très mal. Mais malgré tout, je relance quoi. Et donc, ça veut dire que dès le départ, vous vous accrochez très vite, puisque vous avez peur d'être abandonnée. Ça va très vite. Je ne le montre pas. Mais ça se sent. Je ne montre pas. Non, pas trop vite. Et puis après, quand je vois que la personne en face, je ressens que c'est quelqu'un de sincère, enfin qu'elle semble sincère, qu'elle semble honnête. Je me lâche un peu. Mais sans trop en dire, je ne me dévoile pas, j'observe beaucoup, mais en moi-même, je m'attache, oui. En moi-même, je m'attache. Qu'est-ce que vous comprenez dans votre histoire de vie, et notamment dans votre enfance, avec l'histoire de vos parents, Hélène, ce fait-là que vous décrivez, de dire à chaque fois on me quitte, on m'abandonne. De quelle façon ça parle de la petite fille ou de la jeune fille que vous avez été? J'ai pas été abandonnée quand j'étais jeune. Non, mais le couple de vos parents, comment ça se passait? Ils étaient toujours à 2, ils ont toujours été à 2. J'ai jamais ressenti d'abandon, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Ça j'en ai souffert. Mais mon frère, a été élevé de la même façon que moi. Lui, c'est un homme, il ressent pas les choses de la même façon. Il a construit lui aussi. Oui, il a construit. Il est marié depuis plus de 30 ans. Il est heureux en amour. Il a 2 enfants. Enfin, ça semble vraiment. Qu'est-ce que vous disiez sur la jeune adolescente que vous étiez quand vous aviez justement 20 ans, puis vous vous êtes mariée jeune à 23 ans. Comment vous viviez en tant que jeune fille? Aimable, digne d'être aimée. Quelle image vous aviez de l'amour, du couple? Déjà, mes parents me disaient, les garçons, faut se méfier. Donc je suis méfiante. Et on me le reproche. Je suis très méfiante au départ. Je suis méfiante, mais après, quand j'ai confiance, il n'y a plus cette méfiance. Mais au départ, je suis méfiante parce qu'il y a tellement de personnes. Je suis inscrite sur un site de rencontre. Il y a de tout, donc il faut faire du tri. Le tri, je le fais rapidement. En soi, c'est pas un problème d'être méfiante. C'est la façon dont ça peut se traduire qui peut poser éventuellement, un problème. Vous voyez, c'est pas l'être ou ne pas l'être, c'est comment vous l'êtes. De quelle façon vous l'êtes? Oui. J'ai peur de me faire avoir, donc j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui mais vous faites quoi du coup? Vous mettez en doute l'autre? Non. Très vite, non, je ne mets pas en doute. D'accord. Non. Je suis prudente, je ne me dévoile pas. Voilà, au départ, je ne me dévoile pas. Bon. Au départ, je ne me dévoile pas. Et Hélène, pourquoi votre mariage a duré seulement 9 mois à 23 ans? On s'est connus 3-4 ans avant de se marier, on était fiancés. On
s'est mariés. Ma belle-mère ne souhaitait pas ce mariage. Elle a tout fait pour récupérer son fils et elle l'a récupéré. Il est reparti chez sa mère. Après, bon, j'étais jeune. Donc vous n'aviez pas eu d'enfant ensemble? Non, on n'a pas eu d'enfant et je n'ai jamais eu d'enfant. Ouais. Et il vous a quitté, vous dites, pour aller retourner vivre chez sa mère? Voilà. Mais après, il est très vite revenu quand en fait, c'est sa mère qui lui a demandé de revenir. Il est reparti. Mais il était très influençable par sa mère. Et même pas 8 jours après, il est revenu en pleurant chez moi. Oui. Mais bon, ça, j'ai dit, il a fait une fois, il pourra le refaire, donc j'ai pas voulu le reprendre. Ah, vous êtes méfiée. Oui. Donc vous ne lui avez pas fait confiance. Non. Alors qu'il était jeune lui aussi, il avait 23 ans? Ou un peu plus, 25 ans, peut-être 26 Sous emprise d'une maman, et tout d'un coup, Oui. il a su quitter maman pour retourner chez sa femme, puisque vous étiez mariés. Et là, vous lui avez dit non, j'ai pas confiance. Ah non, j'avais plus confiance parce que bon, ça s'est passé qu'il m'a quand même, il est parti en me vidant la maison. En vidant la maison, c'est-à-dire en emportant toutes les affaires de la maison. Tout, et j'étais partie travailler et quand je suis rentrée du travail, la maison était vide. Et donc mes parents m'ont dit, s'il l'a fait une fois, il pourra le refaire. Et si tu vas travailler tous les jours en te demandant comment ça va se passer, c'est pas une vie. Vous savez pourquoi il a vidé la maison? Alors c'est pas lui qui l'a fait. Il était toujours. C'est sa famille. C'est sa famille. Donc la famille. Il était très influencé par sa famille et c'est sa famille qui l'a fait. Qui ne vous a pas accepté. Oui. C'est sa famille qui ne vous a pas accepté et qui aurait sans doute manifestement accepté personne. Parce que de la vider la maison, c'est particulier. Oui, vider la maison. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis pincée. J'ai cru que je rêvais. C'est pas possible, je rêve. Et après, alors vous dites qu'il y a 2 histoires qui ont duré 5 ans puis 2 ans. Oui, à distance. On se voyait les week-ends. Celle de 5 ans. Les 2 de 5 ans étaient à distance, oui. Donc on se voyait les week-ends, les vacances, quelquefois la semaine aussi. Oui, donc il n'y a rien qui s'est construit. Non. Il n'y a pas eu une décision à un moment donné de faire cause commune, donc lieu commun. Si, la première histoire qui a duré 5 ans, même les 2 histoires qui ont duré 5 ans, si. Et la première histoire, je me suis rendu compte, en fait, à distance, qu'il me trompait. Donc là, j'ai arrêté, parce que j'avais déjà commencé à chercher du travail sur place, et il m'a trompé, donc j'ai appris qu'il m'avait trompé, donc j'ai arrêté. Et la deuxième, c'est... J'ai pas osé m'engager. J'ai pas su. La deuxième, j'ai pas su m'engager. Vous avez eu peur? J'ai eu peur, oui. À cause de l'autre histoire. Parce que quand je vous écoute, vous voyez, enchaîner les histoires, en fait, vous avez construit toutes ces années, histoire après histoire malheureuse, comme une détermination, une destinée, enfin quelque chose qui vous arrive, que vous ne pouvez plus maîtriser et contrôler. Et maintenant, c'est presque comme si ça vous arrivait malgré vous, comme si vous ne pouviez plus avoir la maîtrise, donc vous êtes dans une grande peur, et ça se comprend. Et puis comme une forme de malédiction que vous n'arrivez plus à arrêter. Comme si c'était écrit que à chaque fois, ça doit mal se terminer. Dernièrement, j'ai eu une relation, et je vous assure, je pensais que c'était... J'étais vraiment persuadée... parce qu'avant de se voir, on avait donc discuté, on s'était écrit, donc on avait un échange d'écrits. Ensuite, rapidement, un échange téléphonique. Et 15 jours après se téléphoner tous les jours, on s'est vus. Et on s'est vus, et c'était vraiment, on semblait être pareil, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment l'homme de ma vie. J'ai rencontré, c'est lui, et réciproquement, on était persuadés l'un et l'autre. On était pareils, tous les deux, on se ressemblait vraiment. Et là, j'étais encore fortement déçue. Donc voilà, j'avais confiance. Vraiment, au départ, je vous dis, je me dévoile pas trop, je laisse parler l'autre, et puis après, je parle quand même, et je me dévoile. Quand je sens que je peux avoir confiance, je me dévoile. Et là, encore une fois, alors là, très grosse déception. Très, très grosse déception. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense qu'il était caractériel parce qu'il s'est énervé sans que je comprenne pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment dirais-je? Je sais pas,
sais même plus vous dire comment ça s'est passé. Pourtant, c'est récent, hein, ça date de quelques mois. Mais... Donc, vous savez pas pourquoi il vous a quitté? Pourquoi ça s'est arrêté? Non. Bah, il a dit quelque chose. Il vous a dit quelque chose? Non. Il s'est énervé et il est parti. Il s'est énervé, oui, mais énervé vraiment pour... Il s'est énervé pour rien. Et puis après, plus de nouvelles. Ouais. Est-ce qu'à chaque fois, parce que donc le premier, il a quand même vidé la maison, à chaque fois, vous avez comme ça des anecdotes un peu particulières sur des profils quand même un peu particuliers? C'est à chaque fois ça? Là, celui-là, tout d'un coup, vous êtes comme fait l'un pour l'autre et puis il s'énerve et puis une nouvelle. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se répète inlassablement dans vos histoires de rencontres, c'est-à-dire des hommes non fiables, donc ceux dont vous devez vous méfier? Parce que moi, j'ai l'impression, Hélène, quand je vous écoute, il faut se méfier, vous voyez, c'est le point de départ de tout. Et donc, vous validez la prescription familiale qui fait que vous avez bien raison de vous méfier, parce qu'à chaque fois, vous tombez sur des hommes pas fiables. Voilà. Et donc, vous êtes attiré comme un aimant par des hommes pas fiables, même en prenant 20 000 précautions. Oui, voilà. Parce que vous validez la prophétie familiale qui dit que les hommes, il faut s'en méfier. Oui. Donc, si les hommes, il faut s'en méfier, vous rencontrez des hommes effectivement pas fiables. Mais oui, mais... Parce qu'un homme dont vous n'auriez pas à vous méfier, qui serait du coup le bon pour vous, mais si vous faites ça, vous invalidez vos parents. Ah oui, vous leur donnez tort. Il va exister dans votre vie un homme dont vous n'avez pas à vous méfier. Il ne faudra pas se méfier cette fois-ci. Ah, là, ça va se compliquer dans votre inconscient ce jour-là. Parce que je trie, je fais un tri des séducteurs. Oui, mais justement, vous mettez tellement de soins. Et avec tous les soins que vous mettez, vous voyez, ça fonctionne pas. C'est ça qui est très intéressant là dans votre histoire. Oui, je crois prendre toutes les précautions. Ce destin de cette prophétie vous rattrape parce que vous mettez toutes ces précautions qui font que vous validez la prescription familiale. Il faut vous méfier. Et le fait, l'histoire vous donne raison à chaque fois. Vous avez bien fait de vous méfier parce qu'à chaque fois vous tombez sur un type un peu bizarre. Oui, mais alors qu'est-ce que dois-je faire? Vous vous méfiez plus, Hélène. Arrêtez de vous méfier. Ah, vous avez vu quand je vous dis ça? Panique à bord. Comment je vais faire? Mes parents m'ont toujours dit de me méfier et je ne vais pas faire ce que m'ont dit mes parents. Mais c'est du poison, cette phrase-là, dans votre vie. C'est du poison, Hélène. Il y a tellement de... Oui, mais il y a tellement de personnes qu'il faut se méfier. Mais oui, mais... Encore une fois, le problème, il n'est pas dans le mot se méfier, pas dans le fait de se méfier. C'est que ce qui vous rend méfiante, c'est la façon dont vous vous méfiez, qui fait que la preuve, voyez, vous le filtre. C'est-à-dire vous dites, moi, ma façon de me méfier, c'est je ne parle pas de moi, j'écoute, et puis après, quand je sens que j'ai confiance, je me mets à parler. Mais on dirait que c'est un processus que vous mettez en œuvre sans aucun discernement. Quand je dis discernement, c'est du sens. Vous ne triez pas fondamentalement le sens de ce qui se vit. C'est-à-dire, c'est un processus. Je mets en place un processus qui fait que ça doit fonctionner. Mais inconsciemment, vous validez totalement la prophétie de vos parents. Et donc, vous leur obéissez. À la fois, vous vous méfiez. Et comme vos parents ont dit, il faut se méfier parce que la preuve, un homme, c'est pas fiable. Et puis, tu n'as pas été finalement une fille très très méfiante puisque le premier, 23 ans, le mariage, 9 mois, il a tout vidé. Donc, je pense que vous avez subi et vous avez vécu un vrai traumatisme à 23 ans, très jeune, dans le mariage quand même. 9 mois après, là, vous rentrez du travail, la maison est vide. Enfin, vraiment, on s'imagine la scène quand on vous entend raconter l'histoire. Vos parents aussi ont vécu ce traumatisme avec vous. Et vos parents, ils vous ont dit quoi comme conseil? Ma fille, méfie-toi, tu as vu ce qui peut t'arriver dans la vie. Et vous, de ce trauma, vous avez construit toutes vos histoires sentimentales autour de ça, en disant, du jour au lendemain, l'homme que j'aime peut vider ma maison, je rentre de mon travail et j'ai plus rien. Donc vous pouvez plus faire confiance. Je ne pense plus à ça. Non, mais c'est là. C'est là. Le trauma, il est agissant, Hélène, dans votre vie. Ce que j'ai peur, c'est de tomber sur quelqu'un qui s'amuse avec moi, qui n'est pas sérieux, qui ne...
du jour au lendemain. Et de fait, vous tombez... Je pense pas que tous les hommes vident des maisons. Non, j'ai bien compris ça. C'est votre peur qui agit. Tout à fait, vous avez raison, Hélène. Mais inconsciemment, un traumatisme, c'est quelque chose qui agit après à notre insu quand il n'est pas réparé et qui fait que c'est comme si c'était arrivé la veille. Donc, quand vous êtes en relation avec un homme, le trauma est tellement vivant en vous que vous revivez inlassablement cette scène-là. Donc, donnez votre confiance. Et évidemment, du coup, on imagine très compliqué et qu'il n'y a rien de fiable parce qu'à l'époque, comme à 23 ans, c'était complètement inimaginable. Rien n'aurait pu vous laisser imaginer une scène pareille. On ne peut pas se prémunir contre ça. Et c'est ça le problème du trauma qui nous arrive. Il n'y a aucune façon de se prémunir. Comme il n'y a aucune façon de se prémunir, quand ça nous arrive, on est complètement désarçonné. On se dit, mais alors j'ai pas vu et je ne saurais jamais voir, puisque ça peut m'arriver. Oui. Et donc à chaque fois que vous rencontrez un homme, tout peut vous arriver. À chaque fois, ça vous est bien arrivé à 23 ans. Oui. Et c'est ça qui reste ancré, inlassablement. Pour retraverser ça, Hélène, je ne sais pas si vous avez consulté ou... Je pense que vous avez raison, c'est vrai. Il faut aller retraverser cet épisode dramatique dans votre histoire, qui fait que vous avez, de fait, toute logique, tout ça se tient à 23 ans, bien sûr, valider la prescription parentale qui était... ce qu'auraient dit des parents, il faut que tu sois méfiante, ma vie, il faut se méfier. Enfin, voilà. Ils ont voulu, eux, dans leur logique, vous responsabiliser, mais en vous responsabilisant, ça a rajouté à tu peux pas te faire confiance. Enfin, voilà, tu as vu, tu as pas été assez prudente. Mais rien ne pouvait vous rendre prudente, là. Rien. C'est ça le problème des traumas. Quand on rencontre un traumatisme, on ne peut pas s'y préparer. Il n'y avait rien à faire. Et aujourd'hui, vous essayez constamment de vous y préparer. Au pire. Et finalement, vous préparant au pire, le pire vous arrive à chaque fois. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer ? Parce que du coup, vous fermez la porte de la confiance, vous fermez la porte de l'ouverture. Alors, ce qui serait bien, Hélène, mais là, c'est reprendre un petit travail un peu de fond. Alors, quelques séances, mais aller voir un thérapeute avec lequel... lui raconter ce que vous me racontez là et retravailler l'histoire, la redécortiquer pour repasser à l'intérieur de l'histoire pour la lâcher. Un trauma, c'est vraiment une blessure qui n'a pas été soignée. Il va falloir aller soigner cette blessure. Elle n'est pas soignée aujourd'hui. La soigner pour qu'elle puisse cicatriser. Et que de cette cicatrice, vous puissiez dorénavant reprendre votre route. Et une route beaucoup plus apaisée, en confiance, que vous soyez pas dans cette angoisse terrible, qui encore une fois est j'allais dire, légitime. Voilà, elle est légitime au regard de la jeune fille de 23 ans qui, après, tant bien que mal, a voulu construire de toutes ses forces des relations et puis à chaque fois, a vu les choses se réaliser. Vous voyez, c'est difficile ce que je suis en train de vous dire, Hélène, parce qu'on me dit comment faire. C'est presque infinitésimal d'une certaine manière parce que ça se place à l'intérieur de l'être dans de la confiance. C'est presque malgré vous ou à votre insu. Donc, quelque chose agit en ce moment à l'intérieur de vous à votre insu que vous ne voyez pas. C'est comme une zone d'ombre, c'est votre ombre qui vous poursuit là. Imaginez, il y a un soleil écrasant, puis votre ombre vous poursuit. Et cette ombre n'a pas été visitée. C'est cette jeune fille apeurée, traumatisée. Elle est pas prise dans vos bras, elle n'est pas accompagnée avec vous. Et du coup, quand vous êtes avec un homme, l'ombre est là, qui obstrue tout et qui n'ouvre pas et qui crée pas de la confiance, pas d'ouverture. Et donc, c'est méfiance. Et vous tombez sur quelqu'un, vous voyez, et c'est là où le scénario, tout d'un coup, et c'est épouvantable, se valide, parce que vous tombez effectivement à chaque fois sur un homme qui est pas fiable, comme si vous rejouiez constamment le trauma. La scène, vous avez une scène initiatique à 23 ans, amoureuse, dramatique. Oui. Donc, en fait, finalement, les personnes que je trouve, elles sont vraiment pas fiables. C'est pas. Oui, c'est vrai. Elles sont vraiment pas fiables. Je les attire, quoi. Je suis attirée. Oui, inconsciemment, oui. Pour valider quelque chose. Il y a Marie qui dit partenaire particulier cherche partenaire particulière, là. Faites confiance à la vie, bon sang, tout le monde ne se ressemble pas, dit Marie. C'est vrai. Puis René dit vous avez en mémoire cette maison vide. Plus encore, je pense que le méfie-toi. Et je rejoins effectivement René. Oui, ça c'est vrai. Mais je me dis, je vais finir ma vie comme ça. C'est ma destinée. Non, vous n'allez pas la finir comme ça. Non, Hélène, c'est non. C'est juste non.
D'abord, je ne vous le souhaite pas du fond du cœur, mais je vous dis non. Non, ne laissez pas ça passer. Parce que c'est terrible la phrase que vous venez de me dire. Je vais finir ma vie comme ça. Oui. Ça veut dire, je décide que je suis emmurée, emprisonnée dans cette histoire et je n'ai aucun autre choix que de continuer ce destin-là. Comme un destin fatal. Non, ce n'est pas un destin fatal. C'est quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a traumatisé. Et vous savez, il n'est pas trop tard. Parce que c'est vrai que maintenant, à 53 ans, vous dites, bon... Bah maintenant, c'est trop tard, hein, c'est un peu ce que j'entends, je vais finir ma vie comme ça. Non, on met du temps quelquefois, on met toute une vie, et c'est justement à l'âge où vous arrivez au mi-temps de la vie. Hein. Aujourd'hui, 50 ans, c'est un mi-temps de vie, hein, il vous en reste encore 50 à vivre, mais c'est plus la même maturité. Vous êtes capable aujourd'hui de rencontrer la jeune fille de 23 ans avec l'adulte que vous êtes pour comprendre le trauma qu'elle a vécu et que la femme aille réparer ça. Ne continuez pas la vie sans réparer. Ça veut dire donc que vous allez vous avancer dans la vie avec une blessure à vif. En continuant sur les sites de rencontres, etc. Et je continue allègrement le même processus pour les mêmes résultats. Hein, vous savez, la phrase de Nietzsche, ce serait folie de croire qu'on peut changer quelque chose en faisant toujours la même chose. Vous faites toujours la même chose. Du plan du processus psychique, vous faites toujours la même chose. Donc c'est folie de croire quand vous vous méfiez encore plus, vous faites plus de la même chose, vous vous méfiez encore plus. Et donc, vous ne faites que serrer cette espèce de nœud, là, comme un espèce de nœud coulant, là, que vous serrez autour presque de votre cou, quoi, ça vous étouffe. Et puis, c'est atroce, la souffrance que je ressens. Vous êtes niée en tant que femme. Je peux rester une journée au lit, j'en pleure toute la journée, je ne sais rien faire, Mais c'est terrifiant, c'est juste terrifiant. Oui, j'en peux plus, et je vous dis, j'en perds ma dignité, et ça, je ne suis pas, malheureusement, dans ces cas-là, je regrette de ne pas être rancunière, parce que relancer, ça me... Oui, parce que là, vous cherchez un homme qui va vous sauver, qui va vous dire « Mais non, il a mal fait de t'abandonner à 23 ans. » Donc, vous cherchez un homme pour réparer celui des 23 ans. Il n'y en a aucun qui va réparer ça. C'est vous qui allez le réparer. Vous devez réparer le préjudice et la blessure que vous avez subie. Donc, cherchez pas un homme qui va réparer ça. Courage, Hélène. Et vous lâchez pas, vous nous tenez au courant. Il faut que j'aille consulter. Oui, faites-vous aider. Vraiment, ça vaut le coup. Et nettoyer cette plaie encore à vif. Je vous souhaite bon courage, Hélène. Je vous embrasse. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir, Hélène. Au revoir. Merci, Sophie. Au revoir. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21. Une libre antenne où on essaye d'élucider votre programmation mentale, celle qui vous pousse à vivre au cœur de vos croyances sans les questionner. Demandez-vous ce qui vous rend si sûr de votre propos, revisitez vos arguments. Comment suis-je venu à penser ainsi? Que s'est-il passé? Que me suis-je dit? Y répondre, c'est se libérer et accueillir les événements de la vie sans les blâmer. C'est se donner les moyens d'être plus apaisé dans la vie courante, et sans compter que la plupart de nos croyances sont nées dans des situations très anciennes et que du fait de notre évolution, elles ne sont plus valables. Allez, on en parle ce soir de cette fameuse programmation mentale. On met des mots sur vos mots. Il y a Corentin qui est là et qui vous répond. Il me fait coucou derrière la vitre au 39 21. Et c'est Valentine avec son joli sourire qui réalise cette émission. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou par mail sur europe1.fr, rubrique Libre Antenne. À tout de suite au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Juliette. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir.
Alors moi, je voudrais parler d'un sujet complètement différent, même si j'ai trouvé des témoignages d'avant très intéressants. Je voudrais parler de la vie professionnelle. Oui. Et plus précisément des valeurs au travail et des différences de valeurs qu'on peut rencontrer dans une équipe. Oui. Alors je ne sais pas si je l'exprime très bien, je vais peut-être essayer d'expliquer. Oui, ce que vous vivez vous en fait, qui vous amène à vous interroger sur ces fameuses valeurs au travail, comme vous dites. Voilà, oui, tout à fait. Alors moi j'appelle ça des valeurs au travail, je ne sais pas si c'est juste, hein, mais je travaille dans un secteur qui me tient vraiment à cœur, je travaille dans le secteur social. Oui. Et pour moi, en fait, c'est un métier dans lequel certaines valeurs sont très importantes. Oui, c'est vrai. D'où le fait que ça me tienne autant à cœur. Et j'ai l'impression qu'au sein de mon équipe actuelle, qui est une toute petite équipe, on est 4, j'ai un peu l'impression d'être seule contre 3 personnes. Comment ça se manifeste ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous vivez et qui nourrit ce sentiment d'être seule dans votre équipe ? Oui, c'est un peu fort comme terme, mais en fait, j'ai l'impression, parce que je sais pas si je suis très objective vu que c'est mon quotidien de travail, j'essaye de l'être. Mais c'est votre ressenti, c'est ça qui compte. Oui, donc qu'est-ce que vous ressentez ? En fait, moi, ce que je ressens, c'est que l'équipe est beaucoup dans le jugement des personnes, que ce soit les personnes qu'on accompagne, comme les professionnels en interne au sein de la structure et à l'externe aussi. Donc un jugement assez présent et une critique permanente. Et en fait, j'ai l'impression de baigner là-dedans et au début, j'essayais de prendre du recul à chaque fois que ça survenait, mais je me rends compte que c'est toute la journée et que ça me prend l'énergie que je mets normalement dans mon travail et que je fais avec plaisir puisque mon travail me plaît beaucoup. Oui, ça vous empoisonne un peu, votre qualité de travail, votre qualité d'ambiance. Parce que vous attendiez à plus de bienveillance de la part de vos collègues ? Oui. Oui, et vous les trouvez pas très bienveillants, donc un peu malveillants. Alors, elles le sont pas avec les personnes qu'elles accompagnent, heureusement, parce que là, ce serait vraiment... Bon, là, il faudrait agir auprès de la hiérarchie, mais au sein de l'équipe, disons, on passe quand même beaucoup de temps, toute la journée, 8 heures par jour ensemble. Sur ces 8 heures, on reçoit des personnes, mais... pas longtemps, disons qu'on est quand même, quand une personne reçoit, le reste de l'équipe est ensemble. Donc, d'accord. Et quoi, après, elle se moque C'est des termes très stigmatisants, voire vraiment pas... Comment dire ? Par exemple, vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, cas sociaux. C'est un cas social. Capti. Bon, voilà. Et puis, ça me choque autant quand il s'agit des personnes qu'on accompagne que aussi de l'équipe. J'ai l'impression que ce qui lie cette équipe, c'est leur capacité à critiquer l'extérieur. Oui, ça les rend plus forts en fait. C'est à ça que ça leur sert. Et ce qui est important, Juliette, c'est que vous comprenez dans le milieu que vous fréquentez, peut-être que c'est des gens qui ont fait peu de travail sur eux. Est-ce que vous, d'ailleurs, Juliette, votre histoire, vous avez 35 ans, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous avez déjà fait un peu de travail sur vous, ou alors vous êtes une personne plutôt ouverte, plutôt tolérante ? Je sais pas si je peux dire ça de moi-même, c'est toujours difficile de le dire, mais... comment vous vivez, hein ? Qu'est-ce que vous savez de vous à 35 ans ? Je pense que, oui, c'est vrai que j'ai eu une histoire qui m'a amenée à... Voilà, on y va. Oui. Oui, qui m'a amenée à me poser la question de la bienveillance et de mes valeurs très tôt. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Je vais pas... Ça, c'est certain. D'accord. Donc très jeune, vous avez rencontré ça dans votre vie et vous avez appris à ne pas juger, à ouvrir, à tolérer. Vous avez rencontré ça assez jeune. Oui, alors j'essaye. Après,
je prétends pas non plus avoir toujours un positionnement qui est juste. Non, mais bien sûr, on a tous une part d'ombre des gens qui nous agacent, et ça, et ça, j'allais dire quoi de plus normal. Mais vous voyez, parce que souvent dans ces milieux-là, ces endroits-là, eux, ces critiques-là les aident à prendre de la distance. Ouais. Alors ça, je le conçois complètement. Dans une certaine mesure, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans les termes qu'on emploie et dans la fréquence des critiques. Et là, c'est vraiment parce que ça m'est arrivé d'être dans des équipes où effectivement les personnes se lâchaient un peu, pour dire familièrement. Ça rassure, Voilà, ça aide je pense aussi aux personnes qui sont dans le milieu médical et qui voient des choses très difficiles. C'est une manière de tenir le coup, de lâcher un peu. Oui, voilà. Exactement, et de se rassurer. Et vous en avez, ce serait possible d'en parler avec eux, mais pas de leur parler de ce qu'ils disent, mais de parler de vous? De ce que ça vous fait à vous? Est-ce que vous sentez que c'est possible ou pas? Vous entendez comment avec ces personnes, en dehors du fait qu'elles critiquent tout? Est-ce que vous avez de bonnes relations par ailleurs? Alors, j'ai essayé de leur en parler de différentes manières. Peut-être pas assez délicate, peut-être, je ne sais pas. J'ai essayé d'en parler individuellement aux personnes, comme c'est une petite équipe, sur des moments particuliers, pour dire, là, par exemple, moi, ça me choque un peu, je l'aurais pas dit comme ça. Je comprends que ça te... que tu aies besoin de te libérer un peu sur certaines choses, mais voilà. J'ai senti que c'était très mal perçu. Autant dans l'équipe, on peut échanger sur les personnes qu'on accompagne, mais dès qu'on touche à elle, en fait, à leur façon de faire, une partie d'elle, c'est très très mal perçu. D'autant plus que, en fait, sur les 4 personnes, il y en a 2 qui sont là depuis un moment. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Et c'est les 2 qui sont vraiment là-dedans. Historiques, quoi. C'est les historiques, oui. C'est ça. Et moi, je suis toute jeune dans l'équipe. Je suis arrivée il y a peu. Et elle me regarde un peu en disant, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Oui, de quoi elle se mêle, celle-là. Voilà. Alors que, l'idée, c'était pas du tout de les juger, de les critiquer ou quoi que ce soit. C'était de partager et d'enclencher une réflexion commune, d'essayer de... Vous avez un rapport hiérarchique vous êtes tous au même niveau dans l'équipe? Alors oui, ça c'est un autre souci. Dans la structure, il y a beaucoup de dysfonctionnements. On n'a pas vraiment... En fait, en théorie, on devrait avoir un chef de service, mais il est en maladie depuis plusieurs années. Du coup, on a une coordinatrice qui normalement n'a pas de lien hiérarchique, mais qui, de fait, est un petit peu obligée de faire tourner le service, parce que sinon il n'y a pas d'intermédiaire avec la direction qui est très distante. Donc oui, donc ça peut pas être une ressource. C'est pour ça que je posais la question. D'accord. Pour vous. Vous voyez, de faire une réunion, c'est un peu compliqué. Oui. Parce que, comme dit Olivier le patrouilleur, Juliette ne travaille-t-elle pas avec des gens qui ont des années dans ces emplois, un peu aigris et usés par ce travail? J'ai l'impression, mais le problème de fond, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'elles ont intégré ce fonctionnement et que soit je m'adapte, soit je... Oui, soit vous changez d'endroit. Ouais. Alors, vous adaptez, parce que là, finalement, quand elle parle comme ça, des patients, enfin des gens que vous accompagnez, c'est presque comme si elle le faisait à vous. C'est ça que j'entends. Ça finit par vous atteindre personnellement, vous. Et ça m'atteint personnellement, oui, même si c'est pas moi, voilà. Ça me choque. Oui, exactement. Alors, que ça vous choque, c'est une chose. Après, c'est de quelle façon ça crée du poison, c'est-à-dire de quelle façon ça pénètre à l'intérieur. Vous voyez, il y a l'impact sur ça vous choque. C'est normal, voilà, que ça vous choque. Vous êtes en droit complètement d'être choqué par ça. Puis après, c'est le fait que ça vous gâche votre façon de vivre le métier. Ça, c'est encore un cran supplémentaire
et que ça impacte votre plaisir de faire ce travail. C'est-à-dire ça vous le gâche, autrement dit. Oui, complètement. Et puis la question que je me pose, peut-être pour recentrer, c'est comment rester moi-même avec mes valeurs et voilà, tout en faisant partie de l'équipe. Parce que du coup, j'ai tendance, comme j'ai essayé d'en parler et que je me suis un peu heurtée à un mur, et puis ça a même créé des tensions supplémentaires. Bah oui, vous êtes le bouc émissaire aujourd'hui parce que vous avez dénoncé. Elles savent très bien, ces personnes. Vous voyez, elles savent très bien inconsciemment, voire consciemment. Mais vous êtes venu mettre le doigt sur quelque chose de pas joli, on va dire. Et vous les renvoyez à elles-mêmes, c'est-à-dire à leur propre fonctionnement. Donc vous dénoncez quelque chose avec lesquelles, effectivement, elles sont pas dans l'axe des valeurs du métier. Et là, je rejoins les valeurs d'un métier, les valeurs d'un lieu. Donc, elles sont pas dans l'éthique, finalement, du métier. Elles sont pas pro, on pourrait dire. Et le fait que vous, jeunes et venant d'arriver, vous dénonciez ça, vous devenez le bouc émissaire de l'équipe, c'est-à-dire qu'elle se ligue contre vous. Ouais. Et ça n'arrange pas. Alors que là, ce qui vous aiderait, et ça c'est important au travail quand on tombe dans ce genre d'ambiance, c'est faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que elles font leur travail de cette manière-là que ça doit nuire à votre façon de faire le travail. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de temps en commun, comme je vous expliquais, en dehors des temps où on reçoit individuellement. On a beaucoup de temps où on est en équipe dans un petit espace et où je les entends toute la journée critiquer. Ah oui, et vous en pouvez plus. Non, j'arrive plus et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là ? Quelles sont vos activités ? C'est que vous risquez de vous isoler, c'est ça ? Le problème, c'est qu'on partage les bureaux, donc m'isoler, je peux pas. Mais vous avez quelque chose à faire au bureau, de l'administratif ou des choses comme ça ? Oui, alors j'essaie de me concentrer, c'est ça, exactement. J'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Par moment, j'ai même essayé de me mettre un peu en écoute flottante. Voilà. Sauf que le problème, c'est que du coup, je me coupe de l'équipe. C'est ça. Et... Alors, est-ce que vous pourriez être dans le cercle ou le groupe de l'équipe, par exemple, je ne sais pas si vous partagez des repas ensemble ou des moments. J'évite en ce moment. Ouais, mais elle critique vraiment tout le temps. Il n'y a pas des moments où vous parlez, vous échangez sur des cas. Vous disiez quand il s'agit des gens que vous suivez, elles sont pas comme ça. Alors, j'imagine, en même temps, je sais pas complètement vu que je suis pas là, mais des quelques éléments que j'ai, non, je pense qu'elle reste quand même dans la bienveillance avec les personnes. Mais durant les repas, par exemple, on a peu de choses en commun, mais même au sein de l'équipe, du coup, les conversations tournent autour du travail. Et c'est pareil, c'est comme les temps de... D'accord. Et est-ce que c'est néfaste ou nuisible à votre travail si vous prenez le parti d'être un peu plus isolé du risque de l'équipe, c'est-à-dire de faire votre administratif devant votre ordi, de prendre vos repas sans elle. C'est-à-dire, est-ce que vous mettre à l'écart nuit à la qualité de votre travail ou au fonctionnement du service ? Est-ce que ça c'est embêtant ? Est-ce que vous vous fragilisez si vous faites ça ? J'ai l'impression, parce que c'est un petit peu la stratégie entre guillemets que j'ai adoptée. Mais je pense que je suis arrivée à un point où j'en pouvais vraiment plus, au point de penser à quitter mon travail. Honnêtement, si j'avais trouvé autre chose, je serais partie. Alors que le travail me plaît, mais j'arrive plus à faire la part des choses parce que vous avez employé le terme poison, je crois, et c'est exactement c'est un poison. Mais ça parle de vous, Juliette. C'est-à-dire que là où ça parle de vous, c'est la façon dont vous prenez très à cœur. Alors, vos valeurs sont belles. C'est pas là que je vais. Je vais par rapport à votre engagement. Il y a l'engagement que vous avez dans la tâche, au sens noble du terme, c'est-à-dire le travail en tant que tel, la relation aux gens que vous accompagnez, la valeur que vous imitez. Mais tout ça n'est rien qu'à vous. Et vous, ce qui vous peine et vous désole, et voire vous empoisonne, c'est que les autres ne soient pas comme vous, ne fassent pas comme vous, n'aient pas cette même éthique, parce qu'effectivement, vous êtes jeune,
et vous avez épousé cet endroit, ce travail, ce milieu professionnel pour des valeurs qui vous tiennent à cœur, et vous rencontrez, c'est très décevant. Vous voyez, c'est décevant, c'est triste, ça vous met en colère, enfin ça vous fait tout ça. Mais là, si vous continuez à regretter constamment ou à ne pas supporter que le reste de l'équipe soit dans autre chose, c'est vous qui vous empoisonnez, c'est vous qui vous inoculez le poison. Oui, parce que elles ne cherchent pas à vous empoisonner. Elles ne font pas ça à vous. Pas du tout personnellement. Donc, oui, mais j'entends bien. Mais c'est juste pour que vous faire comprendre l'image, que du coup, en laissant pénétrer ce poison, parce que finalement, la petite voix qui s'agite en vous, c'est de vous dire, c'est insupportable, comment elles peuvent, mais enfin c'est horrible, et ce métier, on devrait avoir des valeurs, et c'est inadmissible, et ça me met en colère, et ça me désole, et ça, voilà, enfin, j'essaye, de sortir un peu tout ce que vous pouvez mettre en œuvre à ce moment-là, à l'intérieur de vous. Et donc, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur, vous êtes influencé et empêché par les autres. Et là, c'est la paroi qui va pas. Je reprends le côté toxique. Quand vous arrivez dans une zone pas désinfectée, on met un masque. Vous voyez, on se protège. Vous allez mettre un masque parce que continuez à aimer ce que vous faites, à être avec les gens que vous accompagnez, à être tel qu'en vous-même. La roue tourne au travail. Elles seront pas toujours là. Vous construisez, vous avez 35 ans, vous construisez un trajet professionnel, donc une compétence, vous développez des compétences. Un jour, vous serez plus dans cet endroit-là, vous serez ailleurs. Vous allez continuer votre trajectoire, vous êtes là pour apprendre, pour vous forger, une histoire professionnelle, un parcours, quelque chose à développer. Il y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Oui, alors ça, j'arrive à me le dire dans les périodes où ça s'estompe un peu, où j'arrive à prendre plus de recul, mais il y a vraiment des moments où c'est... où ça vous pourrit la vie. Ça vous pourrit la vie. Oui, j'ai l'impression d'avoir lutté pendant des mois. De différentes manières, d'avoir mis toute mon énergie. Voilà. Il est là le problème, Juliette. C'est que c'est très bien ce que vous dites là. C'est vous avez lutté, donc vous avez mis même pas mal, quoi. Vous savez, des couches. En fait, vous n'êtes pas révolté sans doute pendant des mois. Pendant des mois, vous avez dû vous dire c'est pas grave, ça va passer, je vais supporter l'insupportable. Et en fait, je venais d'arriver, bien donc sûr, j'avais aussi bien sûr, mais ne lâchez pas. Acceptez à l'intérieur de vous d'être effectivement totalement révoltée et furieuse et tout ce qui vous anime. Ça, c'est votre droit le plus entier et gardez-le bien au chaud. Et justement, la colère que vous avez envers ça fait que vous allez tracer tout droit. Ce qui compte pour vous, c'est que vous allez être en raccord avec vos valeurs. Vous n'allez pas les changer. Ouais, mais je me dis un petit peu, c'est un petit peu quand il y a un fruit qui est pourri dans un saladier. Ouais. J'ai peur ça pourrit les autres, que ça vous pourrisse aussi. Surtout que je me dis qu'au départ, elles ne devaient pas être comme ça dans le début de leur vie professionnelle. Et ça vous fait peur. Et oui, ça me fait peur. Oui, je comprends. Je suis éloignée et je me sens pas... Là, ça va pas arriver demain. Autant... Alors, comme le dit Aliso, travailler à une mise à distance intérieure qui l'aidera partout en société, en famille. La mise à distance, c'est un travail intérieur. Et là, c'est peut-être une compétence que vous avez à apprendre. Dans les moments difficiles, on a toujours quelque chose à en retirer. Et là, vous... manifestement, vous avez quelque chose à prendre parce que ce que vous vivez là, et là, les SMS arrivent d'auditeurs qui vivent aussi la même chose que vous, et c'est quelque chose qu'on rencontre au travail. Il y a quelqu'un qui dit j'ai vécu la même situation pendant 2 ans, j'ai pas pu m'y adapter car j'étais là pour travailler, non pour critiquer, surtout dans le même bureau. La concentration n'y est plus, elles ont fini par se liguer contre moi, je suis partie. Le problème là dans ce message que je lis, c'est se liguer contre moi parce qu'à un moment donné, vous cherchez à être redresseuse de tort, c'est-à-dire à redresser ce qui est tordu. Et bien sûr que c'est la tentation qu'on a, mais là, le système 3 contre 1, c'est plus fort que vous. Et là où vous serez beaucoup plus dans votre place, c'est en traçant par l'exemplarité, c'est-à-dire en montrant qui vous êtes. Vos valeurs, elles n'ont pas besoin d'être dites. Vous allez les montrer en agissant, en ne critiquant jamais, en étant tel que vous. Et peut-être ça va leur donner envie, sait-on jamais, on peut espérer, en tout cas de changer. Mais vous ne serez plus une redresseuse de tort, vous n'aurez rien dénoncé, vous aurez juste tracé votre route telle que vous êtes, par cette mise à distance intérieure. J'ai l'impression que c'est ce que je faisais au début.
Non, que je gardais en moi. Je pense pas. Non, je pense que ce que vous faisiez au début, c'est oh là là, je dois pas. Ouais, je dois pas regarder ça. Faut pas que ça me dérange. C'est du poison. Attention, si j'y touche, ça va m'empoisonner. Puis un jour, clac, vous y avez touché. Et puis, parce qu'à un moment donné, c'est insupportable. En fait, vous avez évité de vous y confronter. Au début, vous avez évité d'être en colère contre elle. Vous avez tout le droit à l'intérieur de vous d'être totalement en colère contre ça. Comme dit Monica, quittez pas votre métier, s'il vous plaît. Il y en a déjà tellement peu de gens réellement faits pour le social. Non, après, sans aller jusqu'à quitter mon métier, quitter mon poste actuel. Peut-être, pourquoi pas, ce que dit aussi une auditrice. Je vis exactement la même chose, je m'adapte pour me faire du bien. Je chercherai un autre emploi plus tard. Courage. La question, c'est si votre emploi vous convient dans ce que vous apprenez, ce que vous développez de vous, que vous l'aimez fondamentalement, que les gens que vous accompagnez, ça se passe bien, que vous y vivez plein de bonnes choses, c'est quand même pas des pestes et du poison extérieur qui vont avoir raison de vous. Parce que si c'est le cas, ça recommencera ailleurs et un jour, vous serez quelqu'un qu'on retrouvera prise dans du harcèlement moral. Donc, moi, je dis attention à ça. Ça veut dire que vous prêtez le flanc à quelque chose et il y a cette cloison-là chez vous qui est pas claire. C'est de la protection là qu'il vous faut. C'est ma fragilité quand le milieu est vraiment loin d'être bienveillant. En plus, vraiment là où il devrait l'être, enfin pour moi, je sais qu'on doit, voilà, c'est tout est réuni pour que je sois mes capacités à me protéger et à garder à faire mon chemin avec mes valeurs tout en me protégeant et voilà. Là, j'épuise mes ressources parce que je suis vraiment dans ce qui me touche le plus. Oui. Et vous l'avez justement. Oui, ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. Alors, il y a la gothique qui donne effectivement aussi un conseil parce qu'il dit qu'il ne dit mot consent, le dicton est vrai. Faut être honnête dans la vie, oser dire les choses. Il faut parler, écrire au DRH. Est-ce qu'il y a une instance ou quelqu'un où changer de service? Est-ce que vous avez un endroit ou quelqu'un à qui parler dans la structure, parce que c'est ça qui aussi peut vous aider. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a énormément de dysfonctionnements, on n'est pas du tout considéré dans la structure, et justement cette équipe, elle s'est un petit peu fait jeter de partout, entre guillemets, elle a des locaux qui sont excentrés. Dans l'équipe, elles sont les premières à dénoncer ce qui se passe dans le reste de la structure, sans se rendre compte qu'elles sont un peu dans la même chose, en fait. Ah oui, donc c'est l'histoire de la corbeille de fruits dont vous parliez. Ça finit par les pourrir aussi. Vous avez raison, énormément de départs. Ah oui, voilà, donc... Oui, non, mais vous avez vraie raison de souligner ça parce que, comme ajoute la gothique, les gens aiment quand ne veulent pas voir leurs défauts, mais une mauvaise ambiance est néfaste à tous les niveaux. Et moi, j'ajouterais, elle est surtout très contagieuse. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est encore une autre question, c'est celle de la structure dans laquelle vous êtes. Et peut-être à ce moment-là, Juliette, que vous pouvez, tout en restant et prenant aucun risque, tout en restant à votre poste, en chercher un autre, où vous soyez plus vigilante quant à la structure et à l'environnement. Oui, c'est déjà ce que je fais. Oui, je pense que c'est une bonne idée parce que je vous entendis parler de votre fragilité. Là, votre fragilité, c'est une force. Vous n'êtes pas fragile du tout. C'est une vraie force, vos valeurs. Non, je me suis jamais vraiment vue. D'accord. C'est pas de la fragilité, là. Oui. En plus, je pense que je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui ça peut arriver à faire la part des choses. Non, mais vous êtes dans un endroit empoisonné. Et empoisonnant, voilà. J'aime beaucoup votre image de la corbeille de fruits. Et donc, si vous sentez que ça vous pourrit la vie, on va rester dans la métaphore, il est temps effectivement de quitter cette corbeille-là pour en trouver une où les fruits sont plus sains. Parce que c'est malsain ce que vous vivez. Et en attendant de trouver cette jolie corbeille, de rester bien ancré sur le pourquoi je fais ce travail, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'y ai à apprendre. J'ai un CV à construire, voilà, j'ai 35 ans, donc vous êtes en décollage de votre vie professionnelle et vous êtes en construction totale de votre parcours. Il y a dans une vie professionnelle des moments moins heureux parce que des environnements qui ne nous conviennent pas. Et on le sait une fois qu'on est dedans, on le sait pas avant. Donc, quand on arrive dans ces environnements, un peu comme une météo, un pays, ça nous convient pas. On se dit, ok, j'y fais 1 an, j'y fais 2 ans, mais dès que je peux, je m'en vais. Voilà. Donc, je sais pas depuis combien de temps vous êtes à ce poste.
En fait, je vous avais appelé en début d'année. Je suis entrée dans la structure en janvier, donc c'est récent. Et en fait, au départ, je vous avais appelé pour le flou dans mes missions parce que j'étais dans plusieurs équipes en même temps. Et il y a eu tellement de départs dans la structure, en gros, qu'il y a eu des temps pleins à pourvoir dans les différents endroits où j'étais partagée. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pas très clair. Maintenant. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai eu un temps plein dans une des missions sur laquelle j'ai été partagée, en fait. D'accord. Donc ça c'est bien parce que là encore, j'en reviens à ce que je vous disais à l'instant sur la construction de votre parcours. Donc vous avez avancé, vous avez fait un pas. Donnez-vous un objectif. Vous êtes rentré en janvier, allez jusqu'à janvier. Voilà. Déjà, donc il vous reste un trimestre là, au minimum sur le CV. Il vous faut 1 an. Donc valider au moins une année. Et puis, commencer à faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui vous plairait. Si vous pensez que les choses peuvent pas s'arranger. C'est ça qui va vous redonner de la liberté. Oui. C'est de prendre votre destinée en main et de dire l'environnement me convient pas, je fais encore quelques mois. Et sur votre CV, c'est formidable parce que vous aurez une mission complète. Ouais. C'est ce que je me dis, au-delà du fait que j'aime mon travail, c'est ce qui m'aide à tenir, c'est d'avoir ces objectifs-là et de... Voilà. Fonctionner par étapes et... Répétez-vous, vous savez le fameux proverbe, les chiens aboient, la caravane passe. Laissez-les aboyer, vous passez, vous êtes la caravane. Laissez les chiens aboyer. Dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront encore là. Mais vous y serez plus, parce que vous serez passé. Ouais. D'accord, Juliette? Oui, c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, j'y serai plus. Voilà. Donc les chiens aboient, la caravane passe. Et Juliette, elle passera aussi. D'accord? Merci beaucoup. Bon courage Juliette. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Just woke up, I can see it now. It's never been this close before. Tried to tell myself I didn't care. Crying out, why am I here? There's no point in me hiding. Only now every day now, rain's gonna fall on me. Something deep inside said move away. Tried to leave and I still ask myself why I let it go. All those years were wasted time. There's no point in me hiding. Only now I can see. Every day now, the blame's gonna fall on me. Every day now, the blame's gonna fall on me. Told you that I could never live without it now. Blame's
Cass sur Europe 1 qui chante Everyday Now. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie, merci beaucoup de prendre mon appel. Est-ce que vous me permettez de dire un petit mot à Juliette ? Oui, bien entendu, je vous en prie. Alors, je l'ai écoutée avec attention et je me disais un petit truc qu'elle pourrait faire, si c'est possible, c'est un bureau qui ne reçoit pas de public, c'est d'avoir un petit poste radio ou mettre un petit peu de la musique qui lui plaît de temps en temps, comme un écran sonore. Ça risque de déranger ses collègues. Elle pourrait se ressourcer. C'est un open space, donc ça risque de déranger ses collègues. Vous voyez. Ouais. Mais oui, moi j'avais pensé à un casque sur les oreilles aussi, écouter de la musique, mais ça fait vraiment, je veux pas vous écouter. Voilà. Mais bon. Une petite ambiance musicale dans le bureau pour détendre, non, mais peut-être se mettre ses écouteurs dans les oreilles. Bon, mais ça fait vraiment, je veux pas. Mais on peut toujours effectivement, et vous avez raison Nathalie, mettre des écouteurs dans les oreilles en disant pour me concentrer, j'ai besoin d'eux. Voilà, et en faire quelque chose qui est important pour soi, comme ça les autres ne se sentent pas offusqués. Oui, leur laisser ce qui leur appartient et elle. Bien sûr, pourquoi pas. Merci Nathalie. Non, je vous en prie. Donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu comment amener la chose, parce que la finalité de mon appel, c'est que je suis folle d'inquiétude pour mon fils qui est dans une situation absolument hallucinante de soumission et d'emprise mentale. Juste pour peut-être mieux expliquer mon questionnement, c'est que j'ai été moi-même enfant dans une situation un état de survie qui m'a fait puiser dans mes ressources et développer une hypersensibilité et une hypersensorialité où j'ai développé des sens, de plein de choses, voilà. Et j'ai eu des enfants que j'ai élevés avec cet amour des sens et de la sensibilité à l'autre, de l'ouverture, de l'altruisme, de la gentillesse, de la générosité, d'essayer de comprendre au lieu d'entrer dans un conflit, etc. Et j'ai 2 enfants, 18 et 21 ans, et je m'aperçois que tant ma fille de 18 ans que mon fils de 21 ans, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait l'inverse de ce qui m'avait tant fait souffrir. Et j'ai l'impression que ce que j'ai eu l'impression de leur apporter de bien et de bon se retourne contre moi parce qu'ils sont assez durs avec moi et les fragilise énormément vers l'extérieur. En fait, il se passe complètement l'inverse. C'est-à-dire que leur zone d'amour à la maison, ils se défoulent un peu. Et l'extérieur, moi qui pensais les rendre ils sont pas assez armés, à l'extérieur, voilà. Et du coup, ils vous en veulent beaucoup de ne pas les avoir autant armés. Non, ils inconsciemment. ne me traduisent pas comme ça. Non, mais vous dites qu'ils sont durs avec vous. Moi, donc ils traduisent ça, ils traduisent que vous ne les avez pas suffisamment armés, donc ils vous en veulent. Tout ça est inconscient, bien sûr. Oui. Certainement, oui. Si vous le dites, moi ça me laisse complètement démunie et je ne sais plus comment venir en aide à mon fils. Mais alors pourquoi vous dites que votre fils donc est en danger qui vous Il est vraiment gravement en danger parce que si vous voulez, tant qu'il était plus jeune, il a toujours été dépendant des autres. Et de l'affection et de la reconnaissance que les autres allaient pouvoir leur apporter. Ouais. Et on a été avec le papa très très surpris de réactions complètement démesurées, par exemple, quand il y avait des ruptures au sein d'un groupe comment dire, c'est un enfant qui a été fragilisé par un surdouement excessif et qui a eu beaucoup de mal à faire sa place dans la société au fur et à mesure que son âge évoluait. Donc il est surdoué, hein ? Oui. Ouais. Et donc hypersensible. Et voilà. Hyper intelligent. Ouais.
Là, en fait, maintenant qu'il est adulte, qu'il est majeur, j'ai perdu la main sur la protection que je pouvais éventuellement lui apporter. D'accord. Je voudrais que vous reveniez sur racontez-nous en quoi il est en danger. Qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui dont vous pensez qu'il est en danger? Alors, il est sous emprise mentale. Ça a été de qui? Comment? D'un colocataire avec lequel il vit, qui a quelques années de plus. Donc c'est celui qui a 21 ans? Mon fils, oui, a 21 ans. Il est en colocation avec un autre étudiant plus âgé. Avec une personne qui a 2-3 ans de plus que lui. Et mon fils se laisse totalement soumettre. Oui. Il lui fait tout. Il est amaigri, il est hyper endetté. Cette personne le prive de sommeil. Mon fils a cessé toute étude depuis 3 ans. Il vit dans une grande précarité sociale, il a les huissiers aux fesses, il est interdit bancaire, il a fait une tentative de suicide, enfin il a raté son suicide il y a 1 an. Il est dévoré, consumé de culpabilité à l'égard de cette personne. Votre fils? Mon fils, oui. Ouais. Et je parle beaucoup avec lui, il a une froideur quand il parle de ça, une distance, c'est-à-dire qu'il va adapter ses réponses à ce que l'on veut nous entendre, et on est tous extrêmement inquiets. Il y a tout un conseil de famille qui se met autour, qui essaye de le sortir de là, et il devient hyper agressif. Alors attendez, Nathalie, sur le plan hyper pratique, qui paye la location? Vous? Non, absolument pas. S'il est autonome financièrement? Non, je ne l'aide absolument pas puisqu'il est dans un engrenage infernal. Mais justement, ma question, c'était pour que vous, les parents, si vous ne l'aidez plus financièrement, il doit rentrer chez vous si vous payez plus la location. Non, parce qu'il travaille, il s'épuise au travail. Il travaille. Il enchaîne des petits boulots. Vous pensez qu'il a décidé de sauver cet autre jeune homme, qui se sont responsables de ce jeune homme et qu'il a le projet de le sauver, c'est ça? Sa vie avec ce jeune homme vaut plus que tout le reste. D'accord, parce que sa propre vie, il est carencé, il est amaigri. Il fait 1m82, je l'ai habillé dans du 14 ans. Alors il faut l'hospitaliser alors j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie en tant qu'infirmière et je sais comment ça se passe. Mais même pour ses carences, non, je pensais physiquement. Ah voilà, et bien si vous voulez, j'espérais, c'est horrible de dire ça pour une maman, mais je me disais, mais on est plusieurs du conseil de famille à avoir rencontré notre médecin de famille qui le suit et qui a toujours la confiance de mon fils. Et on lui disait, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des carences suffisamment graves pour qu'il soit hospitalisé. Et donc là, il est en cours de bilan. Mais apparemment, les carences ne sont pas si dramatiques que ça. Il est à la limite il est très amaigri, il est très maigre. Il y a une volonté d'être transsexuel aussi depuis qu'il a rencontré cette personne. Enfin, je sais plus comment faire. C'est-à-dire qu'il avait des CDI, il avait des travails, il avait trouvé des emplois. Mais vous dites qu'il écoute le médecin de famille et vous dites que la situation dure depuis 3 ans. Alors, il l'écoute pas tant que ça parce que... Non, pas tant que ça parce qu'il n'honore pas forcément les rendez-vous. Mais quand il a peur pour sa santé, c'est-à-dire que c'est complètement paradoxal. Il fait une tentative de suicide, mais en même temps... Votre fils a fait une tentative de suicide? Oui, il y a 1 an. Mais il a été hospitalisé alors en psychiatrie? Alors oui, il a été hospitalisé aux urgences psychiatriques. Oui, et il a été relâché. Ils l'ont laissé sortir. Mais comment ça se fait qu'il soit reparti vivre avec ce colocataire après? Eh ben parce que je peux rien faire. J'ai vu avocat, je peux rien faire. Il est majeur, ils ne font de mal à personne. Et mon fils est volontaire dans son martyr. C'est un vrai martyr. Il s'est jeté du 13e étage d'une tour, sa chaussure a accroché la rambarde, il a atterri sur le balcon du 12e. Et j'ai eu le témoignage des pompiers, je sais que c'est vrai, enfin... Oui, c'est terrible ce que vous racontez pour vous, mais là, vous êtes très impuissante finalement, Nathalie. Mais c'est ça qui... Bah oui. Votre mari en pense quoi? Vous êtes toujours donc ensemble? Non, on est séparés, il est dans le déni, il est très malade, le papa est très malade, donc... Malade a une maladie physique? Oui, qu'il a... Oui.
là depuis quelques mois, mais je me sens très seule. Alors je sais que je le suis moins puisqu'il y a des membres de ma famille qui vous entourent. Et sa sœur, elle vit ça ma comment? fille, elle a 18 ans, elle le vit très mal. Voilà, elle partage les soutiens-gorge avec son frère. Enfin, c'est compliqué. Il se travestit. Oui, il se travestit. Il se cherche complètement, en fait. Oui, mais il est complètement perdu. Vous me parlez de tentative de suicide. Oui. Et je ne peux, si vous voulez, ce qui me fait vous appeler, c'est que je ne peux rien faire si ce n'est espérer qu'il y ait un nouveau passage à l'acte où je sois au courant. Mais il m'a dit qu'il ne me l'avait pas dit à l'époque pour protéger son colocataire, sachant très bien qu'à l'époque on allait lui tomber dessus. Évidemment qu'on allait. Bon, mais ce qui moi, je me sens démunie, c'est que je pourrais m'en prendre à ce colocataire. Mais si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Vous voulez dire, vous pourriez porter plainte contre lui? Je ne peux rien faire parce qu'il faudrait que mon fils soit sous curatelle. Tutelle ou curatelle, je ne sais jamais. Oui, c'est ce que nous a dit l'avocat. Sous curatelle. C'est-à-dire que porter plainte, mais je n'ai aucune votre fils preuve. pourrait être... Oui, mais votre fils, justement, il pourrait être sous curatelle puisque il est très amaigri. Je lui en ai parlé. Il travaille plus, j'imagine. Aux milliers d'euros. Il doit plusieurs milliers d'euros à ce garçon. Et je lui ai demandé, mais je ne peux rien faire dans la mesure où lui n'est pas d'accord. Parce que pour mettre quelqu'un sous curatelle, non, c'est par l'intervention en fait des services de la psychiatrie et de l'administration qui dit qu'il ne peut plus en tant que personne majeure assurer en fait les fonctions essentielles en fait. Renseignez-vous auprès d'un avocat. Là, je vais retourner et d'un médecin. Alors le médecin de famille Oui, pardon, allez-y. Le médecin de famille m'a dit que c'était à lui proposer pour que quelqu'un l'aide à purger ses dettes en fait. Mais les dettes, c'est qu'un prétexte. Oui, c'est un prétexte. Alors justement, les auditeurs s'interrogent parce que qui disent Nathalie a-t-elle évoqué la sexualité de son fils? Est-ce que le colocataire n'est-il pas un petit ami? Est-ce que vous parlez d'orientation sexuelle avec votre fils? Oui, c'est possible, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plus de l'ordre du gourou que après, je dirais à la limite, mon fils m'a toujours dit que c'était absolument pas le sujet entre eux et il m'aurait dit le contraire, ça m'aurait absolument pas gêné. Enfin, il sait très bien que ça n'est pas le problème. Mais si vous voulez, c'est que l'autre l'empêche de garder un travail, lui transfère toutes ses angoisses effrayantes. Mais qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Ils vivent dans le noir. Oula. Oui, ils vivent dans le noir. Les volets sont tout le temps fermés. Ils vivent dans le noir 24 heures sur 24. Mais là, il est en danger, votre fils. Mais je sais. Donc les services... Faire. Moi, je m'interroge quand même sur le rôle du fameux médecin de famille, parce qu'avec toute la situation que vous me décrivez, un médecin fait autorité vis-à-vis même de l'État, enfin de la justice, et peut décider que votre fils est en danger. Je pense que je peux le faire hospitaliser quand je veux, même moi, à la demande d'un tiers. Il me semble. Mais il ne va pas y rester 3 jours. Il va y rester une semaine. Non, mais une fois qu'il sera hospitalisé, il faut que vous parliez avec le psychiatre, vous racontez le passé, que vous mettiez... Le psychiatre nous a demandé de le faire hospitaliser il y a un moment déjà, on était allé le rencontrer avec le médecin de famille. Mais il est en danger, votre fils est en danger total. Donc, vous dites, j'ai peur de le faire hospitaliser parce qu'il ne va pas rester longtemps. Alors je vais perdre sa confiance et j'essaye toujours de maintenir comme je peux Nathalie, dialogue, maintenant, Nathalie, là, c'est une non-assistance à votre fils en danger. Oui, c'est ce qu'on a dit au médecin l'autre jour. Mais Nathalie, mais je vous arrête parce que non, arrêtez. En fait, finalement, j'entends que vous êtes dans une forme de prudence parce que vous avez peur de passer en force et donc de perdre le contact. Mais vous devez vous devez vous positionner comme mère de famille et comme mère face à un fils qui est en grand danger. Enfin, il en a 2 tentatives de suicide. Il fait la moitié de son poids. Il vit dans le noir. Enfin, tout ce que vous décrivez est épouvantable. Donc, vous le mettez en protection totale. Quand il était à Paris, il rentrait par un train de nuit pour faire la vaisselle, le ménage, la lessive et faire à manger aux gars et repartir à Paris par le premier train du matin, quoi.
Il est épuisé. Mais j'en ai conscience, mais Mais vous avez peur. Ouais, en fait, c'est ça qui vous bloque. De quoi? De le perdre? Oui. Alors, vous préférez ne pas le sauver? Non, mais voyez, je fais exprès de vous provoquer un peu, Nathalie. Oui, c'est entre deux mots, il faut choisir le moindre, et votre peur de le perdre vous empêche d'agir dans le bon sens. Vous n'allez pas le perdre parce qu'une fois qu'il sera sous protection et qu'il sera soigné et qu'il reprendra ses esprits avec du soin, il pourra reprendre un trajet. Mais là, il y a des soins. Je suis en train de réunir des pièces pour constituer un dossier. Je suis en lien. Puis c'est des avec soins lourds, ce que vous décrivez. À 21 ans, il a 2 tentatives de suicide. Une. Une. Celle où il a sauté du 13e et atterri au 12e. Voilà, oui. Et il fait la moitié de son poids, manifestement. Alors, il m'a juré qu'il ne recommencerait plus, mais que ça veut rien sa dire, parole ça. n'est pas fiable du tout. Il dit tout et son contraire. Et vous pensez qu'il prend des drogues avec son colocataire? Alors, il n'y a pas une histoire de drogue là-dedans? Je ne sais pas. Je sais que mes parents avaient eu dans l'idée à un moment de prendre un détective pour le suivre, parce qu'il est terrifié. Dès que son portable sonne, il est terrifié. Il faut qu'il rentre. On peut être en réunion de famille. Oui, mais Nathalie, vous parlez d'argent, vous parlez d'amaigrissement. Vous décrivez un tableau où on imagine que, lui comme son colocataire, il y a sans doute, une histoire de drogue derrière tout ça, non? Alors, écoutez, je me voile peut-être la face, mais je ne sais pas. J'en sais rien, peut-être. Qui finirait par, en termes des actions, parce que c'est un garçon donc surdoué, très intelligent, donc qui était déjà parti sur un trajet d'études très brillant, mais du coup dans une immaturité affective totalement totale. Avorté, Ça va avec le fait d'être surdoué et de très jeune très réussir. C'est qu'en fait, sur le plan affectif, ça reste un petit enfant totalement immature. Donc effectivement très fragile et influençable dans les rencontres qu'il fait. Et c'est comme si protégé, donc. Oui, mais Nathalie, stop, parce que votre culpabilité vous fait aller au mauvais endroit. J'ai pas su le protéger, j'ai peur de le perdre. C'est-à-dire que vous voyez au travers de lui, et votre fils devient une histoire personnelle de vous, et du coup vous oubliez la fonction de la mère. Sortez de vous et de ce que vous vous dites sur la mère que vous avez été pour être la mère que vous devez être aujourd'hui. C'est ici et maintenant, c'est pas hier. Ouais, j'ai un frein énorme je suis lucide, je raisonne, je n'arrive pas à m'affranchir de cette. J'aimerais être cette femme, cette mère qui tape du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, stop, et j'agis. Mais comme dit Monica, si vous devez choisir entre perdre momentanément la confiance de votre fils ou perdre votre fils tout court, que choisissez-vous? Vous savez, votre fils, il le sait, une part de lui sait qu'il est en grand danger. Quand on fait une tentative de suicide, on le sait. Donc, je dis une part de lui, même inconsciente, le sait. Et donc, une mère qui va se positionner dans la force va donner de la force à ce fils. Parce que lui, il décuple d'agressivité, il décuple. Mais il vous en veut beaucoup. Phénoménal. Mais parce que vous n'êtes pas protectrice. Pour le sauver, lui. Oui, Nathalie, tant que il ne vous sent pas dans la protection, tant que vous ne le cadrez pas, il me sent dans l'amour, mais pas dans la protection. Et oui, mais tant que l'amour, c'est aussi la protection, c'est aussi de l'amour. C'est une grande partie d'amour, la protection, la sécurité. Vous l'insécurisez par trop d'ouverture. Vous pensez que c'est bien d'être ouverte à toutes les discussions. Pour vous, c'est ça l'amour. Ne pas rompre le dialogue. Oui, mais Nathalie, ça, c'est quand c'est possible, parce qu'en face, il y a quelqu'un avec lequel c'est possible entre adultes. Mais là, vous êtes la mère d'un jeune enfant ultra fragile, très insécure, et qui a besoin d'être protégé de cadres, de limites, voire maintenant d'être porté. Et vous enlevez la portance pour lui dire porte-toi et je te suivrai. Mais non, stop. Et du coup, il devient effectivement agressif envers vous parce que inconsciemment, ce qu'il ressent, c'est pas la mère protectrice dont il aurait besoin. Lui n'est plus en capacité de se protéger. Quand on en est à faire une tentative de suicide, à maigrir, à vivre dans le noir, il ne sait plus prendre soin de lui, il ne sait plus se protéger. Il faut qu'un adulte et des adultes, donc déjà la médecine, la justice, mais sa mère, prennent soin de lui, parce qu'il n'est plus en capacité.
il doit être paniqué, il le sait. Il peut plus agir par lui-même et pour lui-même. Tout ce que vous écoutez, mais vous n'êtes pas son psy, vous êtes une mère, c'est formidable d'être à l'écoute de son enfant. Mais l'écoute ne suffit pas. L'écoute, elle est là quand il y a du dialogue. Mais on n'est pas le psy de son enfant. Et puis on n'est pas à tout valider, mon chéri, tout ce que tu es, j'aime. Ben non, vous n'aimez pas tout ce qu'il est, c'est faux. Vous l'aimez lui, mais vous n'aimez pas tout ce qu'il est. Oui. Et tout ce qu'il fait. Je lui tiens des discours très durs et tranchants, parfois, mais pas dans les actes. Je vais réfléchir à tout ça. Oui, alors, sans y réfléchir, c'est qu'est-ce qui vous manque là, pendant qu'on se parle, Nathalie, qu'est-ce qui vous manque pour être cette mère que vous sentez qui doit être là, comme vous dites, j'aimerais cette mère qui met le poing sur la table. Voilà. Bien, oui, donc c'est précis chez vous, mais on dirait qu'il... Je suis très douée pour les autres, mais alors... D'accord, qu'est-ce qui manque là? De quoi vous avez besoin pour mettre ce point? De la confiance en moi. Oui, la confiance en moi, c'est votre capacité à mettre le poing sur la table. Vous ne vous sentez pas capable de. D'accord. Je me sens capable de le faire, mais je me sens pas capable d'assumer après, quoi. Mais vous envisagez, c'est intéressant, je suis capable de le faire, mais je crains les conséquences de mon acte. Donc je n'agis pas par peur des conséquences, sauf que les conséquences, vous ne les connaissez pas. Et si elles étaient excellentes, les conséquences? Oui. Eh oui, vous y avez pensé à ça, Nathalie? Oui. Bon. Donc là, il est plus dangereux de ne pas agir que d'agir dans votre cas. Vraiment. Donc lâchez histoire de confiance, vous agissez et il n'y a plus à discuter. D'accord? Promis, Merci, Sophie. Ouais, promis, Nathalie. Donnez-nous des nouvelles. Oui, je vous embrasse. Bon courage. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Passez à tous une bonne nuit. On se retrouve demain 23h. Et je vous laisse en compagnie de la formidable et nouvelle émission de Nikos Aliagas. De quoi j'ai l'air? Et puis nous, on verra de quoi on a l'air demain 23h. Bon dimanche à tous.